Bienvenue sur CivilNet, mon invité est l'ambassadeur de France en Arménie, Monsieur Olivier de Cotigny. Bienvenue Monsieur l'ambassadeur et merci de nous rejoindre. Merci à vous Annie et je suis ravi de vous rejoindre pour cette première interview en français sur CivilNet. Oui, c'est un plaisir. On est très contents. Donc, monsieur l'ambassadeur, on va commencer d'abord par parler de problèmes plutôt liés à l'Arménie. Comme vous le savez, depuis plusieurs semaines, l'Arménie est agitée par des manifestations et des mobilisations contre le gouvernement en place de Nicole Pachinian. C'est un mouvement qui s'appelle Tavouche pour la patrie et qui est mené par l'archevêque Bagrat Galstanian. Il réclame l'arrêt du processus de l'accord de délimitation des frontières entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Pour remettre un peu en contexte pour que nos auditeurs comprennent, donc fin mars, le Premier ministre arménien Nicole Pachinian, en quête d'un accord de paix ou en tout cas d'un développement dans la normalisation des relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, a approuvé la restitution de villages dans le Tavouche, qui sont des villages frontaliers avec l'Azerbaïdjan. Ce sont des villages que l'Arménie avait pris dans les années 90 pour assurer ses propres frontières, mais qui sont restés à l'abandon jusqu'à maintenant. Que pensez-vous de cette décision? Quelle est la position de la France face à cet accord de délimitation et aussi face à la situation politique interne actuelle en Arménie? Il est normal que les opinions puissent s'exprimer dans un pays démocratique et je pense que l'expression de ce mouvement est aussi un signe de la vitalité démocratique de l'Arménie. Maintenant, nous, comme gouvernement, notre interlocuteur, c'est le gouvernement élu de l'Arménie et de ce point de vue-là, il n'y a pas d'ambiguïté. Ce mouvement, il traduit des inquiétudes et des incertitudes. Il y a une histoire avec l'Azerbaïdjan qui est tout sauf confiante. C'est normal que les Arméniens soient inquiets. En ce qui concerne l'accord, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, pourquoi? Parce que la démarcation de la frontière, même sur un segment qui est aujourd'hui réduit, est une bonne chose. Ensuite, c'est une encore meilleure chose que cette démarcation ait pu se faire sur la base des principes de la déclaration d'Almaty. La déclaration d'Almaty, pour nos auditeurs, c'est l'accord qu'ont trouvé en 1991 les anciennes républiques soviétiques pour la délimitation de leurs frontières qui devenaient des frontières internationales. Et cet accord consiste à choisir comme base les anciennes limites administratives soviétiques. Voilà. Comme ça, il y a une référence qui est la même pour tous. Cet accord, cette déclaration, elle a été signée par l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Cette déclaration, elle a été réitérée après la réunion de Prague en octobre 2022 avec l'appui du président de la République française, le président Macron, par les deux parties. Et donc c'est une excellente chose que ça serve de base à la délimitation, mais cette délimitation ne doit pas s'arrêter à ce petit secteur. Cette délimitation doit se faire sur l'ensemble de la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et cela signifie aussi que l'Azerbaïdjan doit retirer ses forces qui occupent des positions sur le territoire souverain de l'Arménie, sur de vastes portions du territoire souverain de l'Arménie. Nous y sommes attentifs et c'est ce que nous attendons de l'Azerbaïdjan. Le Premier ministre français, M. Gabriel Attal, l'a dit de manière extrêmement claire le 20 mars dernier. C'est plus ou moins 200 km² qui sont occupés par l'Azerbaïdjan. Et l'Azerbaïdjan, quand l'Arménie justement a souligné ce fait-là, que quand on fait une délimitation, ça va dans les deux sens. Donc l'Azerbaïdjan doit faire son pas à lui. L'Azerbaïdjan a répondu qu'il n'avait nulle part où aller puisqu'il n'occupait aucun territoire. Donc comment on fait quand on est face à quand même un adversaire qui crée plus de défiance qu'autre chose? Nous, ce n'est pas ce que nous constatons. Moi-même, je me suis rendu auprès non pas de la frontière, mais de la ligne de confrontation militaire, précisément parce que cette ligne, sur un certain nombre de segments, aujourd'hui, elle est en territoire arménien. Je pense par exemple à la région de Djermouk, où il y a des espaces considérables qui sont occupés par les forces azerbaïdjanaises, et notre Premier ministre l'a rappelé, le droit international le dit clairement, l'Azerbaïdjan doit s'en retirer. On verra ce qui se passe au niveau de l'Azerbaïdjan. Parlons d'un autre sujet. Donc, mi-avril, le service arménien de médias, Radio Free Europe, ce sont nos collègues, on peut dire ça, avait appris qu'un accord préliminaire avait été conclu à Bruxelles pour fournir 10 millions d'euros d'aide à l'Arménie au titre de la Facilité européenne pour la paix. Dans ce document, donc en fait, c'était de fournir un matériel militaire non létal, c'est-à-dire que ça comprend un camp modulaire de terrain pour un bataillon qui comprendrait une clinique d'aide médicale et tout ce qui tourne autour. Mais la Hongrie a mis son veto là-dessus, prenant parti pour l'Azerbaïdjan. C'est le seul pays qui a mis son veto face à ça, puisque la France fait partie de l'Union européenne et qu'elle fait partie aussi de ce processus de facilité européenne pour la paix. Quelle est la réaction de la France ou en général de l'Union européenne face à ce veto?
Non seulement la France fait partie de l'Union européenne, mais c'est la France qui avait proposé à l'Union européenne que l'Arménie puisse accéder à la Facilité européenne de paix. Et nous, ça reste notre position. Nous pensons que l'Arménie peut et doit accéder à la Facilité européenne de paix. Il y a un certain nombre de pays qui en bénéficient déjà, je pense à l'Ukraine, je pense à la Moldavie, et l'Arménie n'est pas sans similitude avec ces pays. Une partie du territoire de l'Arménie est occupée, comme le territoire ukrainien, par une puissance étrangère. L'Azerbaïdjan occupe une partie du territoire arménien, comme la Russie occupe une partie du territoire de l'Ukraine. La fourniture, le soutien européen via la Facilité européenne de paix, pour nous, est une nécessité. Ensuite, vous l'avez rappelé, les décisions au sein de l'Union européenne sur ces sujets de politique étrangère et de sécurité se prennent à l'unanimité. Donc il faut l'accord de l'ensemble des États membres. Nous continuons à y travailler, mais si vous souhaitez avoir des précisions sur les positions de tel ou tel État membre, ce sont leurs représentants qu'il faut interroger. Donc, il y avait une phrase donc, dans l'article de Radio Free Europe qui disait que la Hongrie au moins demandait dans ce cas-là une aide équivalente pour l'Azerbaïdjan, ce à quoi l'Union européenne pourrait éventuellement s'y soumettre en quelque sorte pour pouvoir permettre cette aide. Qu'est-ce qu'il en est? Nous avons demandé l'accès à la Facilité européenne de paix pour l'Arménie. Si vous souhaitez avoir des précisions sur la position de la Hongrie ou tout autre pays, je vous invite à les interroger. D'ailleurs, l'Arménie et la Hongrie se sont mises d'accord il y a quelques semaines pour l'ouverture d'ambassades. Et donc, vous aurez, j'espère, bientôt un ambassadeur ou une ambassadrice de Hongrie à qui vous poserez ces questions qui sont tout à fait légitimes. Monsieur l'ambassadeur, on va parler un petit peu des relations entre l'Arménie et la France depuis la guerre des 44 jours en 2020. Entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, les relations entre l'Arménie et la France se sont davantage resserrées, on va dire, se sont renforcées, bien que l'amitié franco-arménienne, elle existe depuis très longtemps, que ce soit dans la diaspora et entre les deux États. Mais quels sont les facteurs qui ont qui ont en quelque sorte convaincu la France de s'impliquer davantage dans cette relation? Alors, les relations entre la France et l'Arménie sont aujourd'hui les plus denses et les plus fortes depuis l'indépendance de l'Arménie. C'est tout à fait clair. Ces relations, alors vous l'avez dit, elles sont anciennes, elles sont même très anciennes, hein, on peut remonter à l'époque du royaume arménien de Cilicie. Mais ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui, c'est que ces relations ont pris en compte la dimension stratégique de la situation qui est celle de l'Arménie. Nous avons une relation avec l'Arménie, nous Français, qui est marquée historiquement au sceau de la compassion. Qui a été longtemps dominée par les questions humanitaires. C'est tout à fait naturel et légitime parce que cette relation, elle est marquée par la mémoire du génocide de 1915, parce que cette relation, elle est aussi marquée par le tremblement de terre de 1988, qui a été le moment où les Français, l'opinion publique, la classe politique française, les collectivités territoriales qui ont à l'époque noué leur première coopération avec l'Arménie, ont découvert la République d'Arménie, telle que nous la connaissons, avec ce grand élan de solidarité en 1988. Mais aujourd'hui, la situation géopolitique qui est celle de l'Arménie, les menaces auxquelles fait face l'Arménie sur son propre territoire, exigent que cette relation prennent un tour stratégique. Ça a été le cas avec le développement d'une relation de défense. Moi, j'ai ouvert la mission de défense au sein de l'ambassade de France l'été dernier. C'est le cas dans le domaine économique désormais. C'est la deuxième étape que nous essayons de franchir. Les deux premiers ministres, lors de la visite du premier ministre Pachinian à Paris au mois de février dernier, se sont mis d'accord pour créer un comité de pilotage pour accélérer et prioriser nos relations économiques, notamment dans le domaine des infrastructures stratégiques, et ça doit être le cas dans tous les domaines. Et je pense que de ce point de vue-là, il y a une prise de conscience de tous les acteurs français et arméniens de la relation. Et côté français, moi je reçois très régulièrement à l'ambassade des représentants des collectivités territoriales, des organisations de la société civile, des associations de la diaspora, et tous ont ce souci aujourd'hui de penser et d'agir stratégique, c'est-à-dire concrètement privilégier les territoires les plus exposés du territoire arménien et privilégier les secteurs les plus stratégiques. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas de petits sujets ou il n'y a pas de petits projets. Un projet de coopération décentralisée entre une commune française de taille moyenne et une commune arménienne, s'il est au bon endroit et s'il est sur les bonnes questions, je pense à des régions comme le Syunik, le Vayotzor ou le Gerarkunik, qui sont très exposés, le Tavouche, il aura un impact et il participera de la consolidation de la résilience de l'Arménie, ça c'est ce que nous souhaitons.
Parlons un peu défense. C'est une question un peu provocatrice, mais c'est une question qu'on s'interroge par moment. Est-ce que les armements qui sont fournis par la France, à votre avis, ou en tout cas de l'avis de la France, répondent à la demande ou aux attentes du gouvernement arménien dans un contexte de conflit? Est-ce qu'ils sont pertinents face à un conflit qui peut arriver et qui n'est pas à exclure? La raison pour laquelle on a lancé cette coopération, c'est précisément parce qu'on partage cette analyse qu'un conflit peut arriver qui n'est pas exclu. Voilà. Et l'idée, c'est d'agir avant. Voilà. Et donc d'aider l'Arménie à assurer, à se donner les moyens d'assurer la défense de sa population, de son territoire et de sa souveraineté. Et ça ne se limite pas aux armements. Il y a un volet d'armement. Il y a un volet de formation des soldats arméniens à la fois sur le territoire français et sur le territoire arménien, et il y a un volet de conseil, avec le déploiement de conseillers militaires français. Ces trois volets avancent, et on a pu le voir au moment de la visite du ministre français des Armées, Sébastien Lecornu. On a vu concrètement déjà les premiers matériels français, les premiers formateurs français. Et nous restons évidemment à l'écoute des besoins qui sont formulés par nos partenaires arméniens dans ce cadre, c'est-à-dire la défense du territoire, de la population et de la souveraineté. Donc le processus de formation sur le terrain est déjà en cours, tant en Arménie. Et est-ce qu'on aura des experts, par exemple, de l'armée, des forces arméniennes qui se rendront en France, justement, pour accueillir un peu plus d'expertise? Bien sûr. C'est exactement l'esprit. Et je pense que c'est important de ne pas réduire cette question de la défense de l'Arménie à la simple question des armements. Il y a dans le débat sur ce sujet, il y a une forme de, pour parler comme Marx, de fétichisme de la marchandise. Un armement, aussi sophistiqué soit-il, sans la formation qui va avec, sans la doctrine qui permet de l'employer, c'est un armement qui ne produit pas beaucoup d'effets. Donc il y a une ambition qui est beaucoup plus large dans notre coopération de défense avec l'Arménie et qui s'inscrit aussi dans le long terme. C'est pour cela que nous avons noué des partenariats entre nos académies militaires, entre l'Académie Vazgen-Sargsyan et Saint-Cyr. Et si on en est à nouer des partenariats entre académies militaires, c'est clairement qu'on regarde dans l'avenir et pas seulement dans une livraison de tel ou tel équipement qui n'aurait en réalité qu'un effet limité sur la capacité de l'Arménie à se défendre. D'autant plus que le terrain arménien est vraiment différent. Il faut bien connaître le terrain montagneux de l'Arménie pour pouvoir user, j'imagine, des armements. Absolument. Alors nous avons une certaine expérience des terrains montagneux, puisque sur le territoire français, nous avons aussi des régions de montagne et même de haute montagne. Nous avons même des troupes spécialisées dans ce domaine, les troupes de montagne, que vous reconnaissez à leur coiffe, et une expérience aussi bien sur le territoire national que sur des terrains d'opération extérieure, d'engagement dans des zones de montagne. Donc c'est un sujet sur lequel nous sommes évidemment à la disposition de nos partenaires arméniens et sur lequel nous échangeons. Parlons maintenant facilitation des visas. C'est un autre thème qui fait beaucoup parler en Arménie parce que pour accéder donc à l'Europe et à l'Union européenne, les Arméniens doivent faire une demande d'obtention du visa et du visa Schengen. Donc depuis 2018, l'Arménie est vue davantage comme un pays démocratique aux valeurs européennes. C'est souvent souligné, salué par nombre d'États de l'Union européenne. Pourtant, depuis ce moment-là et bien avant, l'obtention d'un visa Schengen, c'est le parcours du combattant pour beaucoup d'Arméniens, avec énormément de refus aussi, des critères qui sont multiples et très très difficiles à accéder, ou en tout cas c'est des demandes très strictes dans les critères. D'ailleurs, la France fait partie des pays qui est très strict à ce niveau-là, et on entend énormément de refus de la France. Pourquoi est-ce que c'est si difficile pour les Arméniens d'obtenir un visa Schengen, sachant que, d'un autre côté, le pays est salué pour tous ses efforts démocratiques? Ce sont deux sujets très différents. La démocratie n'est pas un passeport. La démocratie, les Arméniens la font progresser pour eux-mêmes, pour ce qu'elle réalise dans leur pays. Sur la question des visas, chaque demande est examinée individuellement selon ses mérites propres. Il faut que les dossiers soient complets, il faut que les motifs soient crédibles. Et nous avons collectivement européens avec l'Arménie un sujet de risque migratoire. Beaucoup d'Arméniens qui demandent des visas Schengen, après l'expiration de leur visa, ne rentrent pas en Arménie. Un certain nombre d'entre eux abusent des systèmes hospitaliers et de la générosité de l'État-providence de pays européens. Et ça, c'est un sujet sur lequel nous travaillons avec les autorités arméniennes. J'en ai encore récemment, je m'en suis encore entretenu de manière très précise et très détaillée avec votre ministre de l'Intérieur. Et l'idée, c'est de régler ces questions pour accompagner, dans ce domaine aussi,
l'Arménie sur le chemin de l'Europe. Donc dans le domaine médical, vous voulez dire, ou dans Dans le d'autres domaine domaines? médical et dans le domaine de l'immigration irrégulière. Et comment on fait pour régler ça depuis des... Ça se travaille entre ministères de l'Intérieur des États concernés. Ok, parlons maintenant investissement. HSBC, comme vous le savez, il y a aussi eu l'affaire Aragate, Carrefour, Orange. On a Carrefour ici en Arménie, Orange, Aragate, HSBC ont décidé de quitter. Ce sont des compagnies étrangères qui ont décidé de quitter l'Arménie. Et à contrario, donc c'est un peu moins d'investissement pour l'Arménie. Et à contrario, on entend très peu de nouvelles venues, de nouveaux venus concernant de nouveaux investissements, tout ça. Quel nouvel investissement est prévu par la France en Arménie? Ou y en a-t-il? Est-ce que c'est prévu ou... Il y a des discussions qui ont été engagées avec les autorités arméniennes et ceux au plus haut niveau. Le président de la République et le Premier ministre français ont eu l'occasion de s'entretenir avec le Premier ministre Pachinian lors de sa dernière visite en France pour une coopération économique dans des domaines stratégiques, l'eau, l'énergie, la connectivité. Les transports, et donc nous travaillons à ces sujets-là. S'agissant des entreprises privées, des décisions individuelles qu'elles peuvent prendre, je pense qu'il est très important de maintenir un bon climat d'investissement en Arménie. Il y a des efforts qui ont été faits dans ce domaine, en matière d'attractivité, en matière de lutte contre la corruption également, puisque c'est un sujet clé, mais ces efforts, il faut les poursuivre. Et je pense, vous avez cité le cas d'Orange, que l'Arménie ne peut pas se permettre vis-à-vis des entreprises françaises un autre épisode comme celui du départ d'Orange, qui s'est fait dans des conditions catastrophiques. Et ça, évidemment, l'ensemble des autres acteurs français regardent. On va parler maintenant de diversification du marché économique arménien. C'est un sujet dont vous parlez, quand je lis vos interviews, ça revient souvent que l'Arménie doit diversifier son économie de marché. Comment on fait pour diversifier? Quelle logistique doit être mise en place? Je vous demande ça parce que, un exemple, la compagnie française Pernod Ricard qui est propriétaire du brandy arménien Ararat Brandy, en fait, son exportation, la majorité de son exportation passe à la Russie. Donc, elle est destinée à la Russie. Donc, d'un côté, il y a un paradoxe où c'est donc les propriétaires français qui exportent vers la Russie, mais en même temps, la France parle d'une diversification du marché. La France est une économie de marché, c'est-à-dire que l'État ne donne pas d'instructions aux acteurs économiques et c'est tant mieux. Il y a simplement des limites légales pour un certain nombre de secteurs qui sont sous sanction s'agissant de la Russie. Mais en dehors de ça, il n'y a pas d'instruction de l'État aux acteurs économiques français. Et en l'occurrence, pour les sociétés arméniennes, la question se pose aussi, c'est une question de diversification en termes marketing. Il y a d'excellents produits en Arménie, notamment dans le domaine agroalimentaire, et qui peuvent tout à fait trouver une grande diversité de marché. Je pense qu'il y a une réalisation de la part à la fois des autorités arméniennes et des acteurs économiques arméniens que, en matière économique comme en matière de défense, on ne peut pas se permettre de mettre tous ses œufs dans le même panier. Pour éviter une dépendance. Pour éviter une dépendance, absolument. Pour éviter une dépendance et aussi pour créer des opportunités. Mais on le voit, il y a une diversité de partenaires économiques pour l'Arménie et il y a une recherche de la part de l'Arménie de cette diversification dans le domaine économique comme dans le domaine de la défense. Et je pense que c'est très sain. Et nous souhaitons l'accompagner. Et comme ambassade de France, évidemment, nous soutenons, nous appuyons, nous conseillons toutes les entreprises françaises qui ont des projets en Arménie, en particulier quand ce sont des projets d'investissement qui créent de l'emploi et qui structurent l'économie arménienne. Je vous donne un exemple qui est Veolias, aujourd'hui le premier investisseur français en Arménie, premier employeur français en Arménie, et c'est évidemment le secteur de l'eau, un secteur très important pour la souveraineté d'un pays, et donc je me réjouis de ce positionnement. Une dernière question, on va partir très très loin de l'Arménie, on va partir en Nouvelle-Calédonie. Donc en ce moment, il y a une crise politique qui a lieu, des violences et des émeutes qui se déroulent en Nouvelle-Calédonie depuis plus ou moins une semaine, un petit peu plus maintenant. Le ministre des Affaires intérieures français, Gérald Darmanin, a déclaré dans un grand média français qu'il y avait, c'était pas une fantaisie de dire qu'il y avait une ingérence de l'Azerbaïdjan dans les affaires de la Nouvelle-Calédonie et donc de la France. Et il a d'ailleurs déclaré qu'une partie des leaders indépendantistes calédoniens ont fait un deal avec l'Azerbaïdjan. Quelle est votre analyse de cette situation et de cette ingérence azerbaïdjanaise, sachant qu'elle est directement liée en fait à la position de la France vis-à-vis de l'Arménie? Alors moi, j'ai rien à ajouter à la caractérisation de cette ingérence par le ministre de l'Intérieur, qui a eu des propos très clairs
très nette sur le rôle joué par l'Azerbaïdjan dans ces événements très graves. Par ailleurs, une analyse a été conduite et rendue publique par l'organisme qui est chargé de la vigilance sur les questions de désinformation en France, qui s'appelle l'organisme public, Viginum, qui a décortiqué les mécanismes de cette désinformation azerbaïdjanaise. Et je vous invite à le consulter, ce rapport est public. Et ces actions de l'Azerbaïdjan, nous les lisons, le ministre de l'Intérieur l'a dit, comme une conséquence, une réaction directe à notre soutien à l'Arménie. Et ce soutien à l'Arménie, nous l'assumons. Et au niveau de la France, quelles conséquences, je veux dire, quelle action peut mener la France face à ça? Ou bien elle doit d'abord un peu calmer ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie avant de pouvoir faire quelque chose? Ou bien c'est quelque chose qui arrive souvent, une ingérence extérieure, étrangère, parce que je pense que c'est pas que l'Azerbaïdjan. Dans le monde dans lequel nous vivons, les ingérences, les actions hybrides, les opérations de déstabilisation sont devenues un outil particulièrement aux mains de régimes autoritaires. Évidemment, il y a toute une série d'États qui emploient ce type de moyens, entre lesquels on observe même une forme d'émulation et parfois de coopération. Il y a une analyse très précise de cette ingérence, de ces mécanismes, de ces canaux, et évidemment, cela appelle une réponse. Merci à vous d'être resté avec nous et continuez à suivre Civilnet.